Les grands titres de l'actualité de ce mercredi, cette première journée du mois de mars. Écoute, je me sens comme un poisson dans l'eau. Il ne fait pas si chaud pourtant. Écoute, le printemps est arrivé. Je le chanterai officiellement le 21 mars. Mais pour moi, le mois de mars, là on s'en va vraiment vers le meilleur. Tu sais que je mentionnais que on va avancer l'heure le 11 mars, dans la nuit du 11 au 12 mars. Oui. Alors, tu sais, toutes sortes de signes, le printemps qui arrive, température plus douce. Là, on s'en va vraiment vers le meilleur. Et si je mentionne ça ce matin, c'est que il me semble que c'est encore la neige hier, puis je pense que les gens en ont ras-le-bol de la neige l'hiver. Puis, mais il reste encore quelques jours avant l'arrivée officielle du printemps. Mais quand on voit le 1er mars, il me semble que ça nous encourage. Et ce 1er mars, tu le mentionnais. Oui. On va faire référence à celui qui nous a appris ça ce matin, c'est Francis Rouleau. Ben oui. Écoute, c'est la journée du compliment. Voilà. Mais je pense que ça tombe bien. Attends, tu peux. Oui? Attends, tu peux. Mais il me semble que c'est compliqué aujourd'hui de faire des compliments. Pourquoi? Ben là, on ne peut pas dire ci, on ne peut pas dire ça, il faut faire attention à ci, il faut faire attention. Est-ce qu'on peut encore dire des compliments? Je t'apprécie. Ça fait pas mal. Parce que Marie-Ève porte une robe ce matin noire avec des fleurs jaunes. Peut-être montrer les jolies fleurs. Alors, tu as une belle robe ce matin, Marie-Ève. Voilà. Ben oui, tu peux dire que j'ai une belle robe. Je porte une jolie robe aujourd'hui. Une robe qui rappelle le printemps, c'est le cas de le dire. Non, mais je pense que tu le mentionnais, Michel, c'est le 1er mars, c'est la journée du compliment, donc on s'en va vers du positif, on s'en va vers du beau temps, et je pense que les gens en ont vraiment besoin parce qu'on le sent là, autour de nous, là, les caractères sont plus acérés, c'est un peu plus morose, on a le sourire moins facile peut-être, là, parce que c'est la partie de l'année où on a le plus de difficultés à passer au travers. Je pense que le mois de février, début mars, c'est pas facile pour personne. On a hâte que le soleil soit de retour, on a hâte que la chaleur soit de retour. On a été content d'avoir l'hiver. Bon, on va pouvoir en profiter pour la relâche la semaine prochaine de cette neige-là, mais après, on veut la voir disparaître le plus vite possible. C'est toujours ça chaque année. Bon, alors, j'ai eu un long entrée de jeu là, pour te présenter, mais Marie-Ève Lamonde est là. En raison que notre ami José est retenu à la maison pour des petits problèmes de crainte, là, des petits problèmes de santé. Marie-Ève, à part le compliment, allons-y maintenant pour l'actualité qui se passe chez nous actuellement. Hier, c'était la conférence de presse de la préfète, Mme Caron, Jocelyne de son prénom, également Nancy Labrec, qui est directrice générale, et Daniel Racine, qui est directeur général adjoint, pour faire la mise au point sur l'histoire du transport Bellimont ce matin, à partir officiellement de ce matin. C'est Transport collectif adapté qui prend les rênes. Et on avait beaucoup moins de compliments à faire hier du côté de cette conférence de presse. D'ailleurs, je vous invite à écouter un extrait capté par José Soucy hier à cette conférence avec Mme Jocelyne Caron. Les mandataires ont avisé Trans-Bellimont par lettre. Donc, c'était très clair, c'était bien défini. Les deux DG avaient signé et c'était clairement dit que le Trans-Bellimont serait rémunéré pour les transports qu'il effectuerait en janvier, février. En tout cas, c'était rétroactif à partir du 1er janvier. Suite à ça, pour que ce soit correct au niveau légal, chacune des 5 municipalités ont dû faire des résolutions pour vraiment faire connaître leur volonté que ce soit la MRC qui devienne le mandataire pour le transport adapté. En janvier, il y a eu une rencontre de Trans-Bellimont avec les deux DG, donc M. Michaud et M. Tétrault, donc Montmagny et Berthier, pour discuter et établir qu'est-ce qu'il en était exactement. Le 8 de février, il y a eu une rencontre Trans-Bellimont et TCA pour voir quelles étaient les possibles avancées que Trans-Bellimont devienne un fournisseur de TCA. Parce qu'il faut se rappeler qu'à ce moment-là, TCA étant déjà un OBNL qui était plus près de la MRC, il y avait
Une possibilité que l'un ou l'autre devienne le fournisseur de l'un ou de l'autre. Hein? Le 21 février, il y a eu une annonce de Transbellimont en journée, comme de quoi il fermait le service de transport. La MRC n'avait pas statué parce que le souhait, c'était que la MRC soit le mandataire des municipalités, mais le Conseil des maires n'avait pas statué. Le conseil était le soir du 21 février. Donc, avant même qu'une décision soit prise, Transbellimont avait déjà fait ses choix. Alors, oui, bien, si tu permets, Michel, là, je pense que ça a mis en lumière exactement ce qu'il y en est. Là, ça l'a expliqué ce qu'il y en est. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette histoire-là, c'est le fait qu'on précise que Transbellimont a décidé de ne pas remettre les horaires des prochaines journées. C'est parce que, OK, on est peut-être fâchés, on est peut-être en désaccord avec ce qui se passe du côté de la MRC. Par contre, c'est les usagers qui vont y goûter. Et ces usagers-là sont déjà, comment je pourrais dire ça, ont déjà à se réadapter à quelque chose. Ça va être difficile pour eux parce que s'ils prennent le transport adapté, si on prend les personnes à mobilité réduite, c'est compliqué d'avoir à changer de chauffeur et tout ça. C'est compliqué aussi pour les personnes qui ont un problème intellectuel ou les gens qui ont besoin de ces transports-là. C'est la réadaptation tout le temps. Et là, les gens de Transbellimont rendent ça encore plus compliqué en ne donnant pas leur horaire. Donc, peut-être que ces gens-là vont attendre pendant on ne sait pas combien de temps sur le bord de la rue aujourd'hui, parce que c'est des gens très, très précis. Avec le temps et tout, là, c'est vraiment très, très réglé. Là. Et là, ils vont attendre, ils n'auront pas de service, ils ne comprendront pas pourquoi. Moi, je trouve ça vraiment ordinaire. Écoute, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, il va falloir peut-être quelques jours là, avant que le système puisse vraiment là, fonctionner. Mais j'ai l'impression que tout le monde, on va mettre les efforts ce matin là, pour que ces gens-là soient sécurisés. Je pense que c'est le bon mot. Oui, oui. Dans un changement, un virage à 190 degrés. Ah oui, ça va être un travail colossal à faire pour quelques jours. Là, je pense qu'il va falloir rattraper beaucoup de choses. Voilà. Donc, on pourra peut-être suivre le dossier là, au cours des prochaines semaines. Demander à José qu'il fasse un suivi, voir si la transition, c'est bien faite. Mais on fait confiance aux gens de TCA. Oui. Là. Oui, oui. Donald Veilleux et son équipe, là, c'est des gens quand même expérimentés. Alors, on va leur souhaiter là, que tout se passe dans les règles de l'art. On a une bonne nouvelle. Pardon? Envoie une bonne nouvelle maintenant. Oui. Arrivée de 40 futurs infirmiers et infirmières issus de l'immigration. Arrivée où? Ici, dans Chaudière-Appalaches, ça va faire du bien. Ça fait plaisir, c'est une belle nouvelle. Parce qu'on sait, hein, on peut pas... si on regarde là, les étudiants qu'il y a du côté, entre autres, du cégep de la Pocatière en sciences infirmiers, j'écoutais un reportage de Radio-Canada hier qui disait qu'en 2020, je pense, ou en 2019, il y avait 2 personnes ou 3 qui s'étaient inscrites. C'est incroyable. Là. Donc, ça attire. C'est une profession qui attire beaucoup moins parce qu'on sait que c'est des heures, c'est du dévouement. C'est pas juste une profession. Je pense que rendu là, c'est vraiment un don de soi total, ce genre que le job d'infirmier, autant que celui de médecin. Et là, on en a besoin des infirmiers, des infirmières, des gens, des préposés aux bénéficiaires. On en a besoin et on en est tout à fait conscient. On réussit par l'immigration à aller en chercher 40. Pour la première année où à peu près ces gens-là vont être en reformation. Autrement dit, ils vont avoir une grosse mise à jour. Ils vont repasser le fameux examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières. Mais pendant tout ce temps-là, pendant toute leur formation ou leur reformation, si on pourrait dire, leur mise à jour, bien, ces gens-là, ils ont le droit d'aller travailler justement dans les CHSLD. Ils peuvent être préposés aux bénéficiaires dans les résidences. Donc, ça va donner un bon coup de main. On va être content de les voir. J'ai comme information aussi que le département, justement, pour l'enseignement pour les infirmiers et infirmières, il semblerait là, qu'on soit vraiment, permets-moi l'expression, sur la coche. Oui. Alors, bravo au cégep de Montmagny et de la Pocatière. Là, j'écoutais justement le même reportage que toi, là, avec Marie-Claude Deschênes, qui est directrice générale du cégep de la Pocatière. Là, et ils sont tellement fiers de recevoir ces gens-là. Entre autres, il y a plusieurs personnes du Cameroun là, qui arrivent. Alors, ils sont tellement fiers de recevoir ces gens, de former ces gens et aussi de contribuer là, à aider nos infirmières et infirmiers actuellement qui sont
débordé, là. Alors, c'est une belle nouvelle. Ça va faire des nouveaux résidents dans la région, puis ça, on est toujours content d'avoir des nouvelles personnes aussi qui viennent vivre avec nous. Bon, écoute, tu me dis que la vente des armes devient la vente des croix à l'île aux Grues. Mais moi, j'ai toujours entendu la criée des armes. C'était un événement qui avait lieu, il me semble que c'était dans le coin comment ils appellent ça? Il y a un événement là, qui se passe à l'île aux Grues au mois de mars. Le Mardi Gras? Ben, pas le Mardi Gras, mais c'est le mi-carême. La mi-carême, excusez-moi. Et il me semble que c'était un événement qui était près ou dans le même dans la même période. Et on appelait ça, et on me reprendra si j'ai tort, il me semble que dans le temps, on appelait ça la criée des armes. Et là, peut-être qu'on a changé ça pour la vente des armes. Et là, on change ça pour la vente des croix à l'île aux Grues. Michel, je peux pas t'astiner là-dessus. Parce que moi, je dirais que, étant donné que le communiqué qu'on a reçu vient de la présidente de la fabrique de l'île aux Grues, j'ai tendance à croire qu'elle a les bons termes. Je dirais ça comme ça. Alors, on le disait, la vente des armes, ça existe depuis 1836 à la fabrique de Saint-Antoine de l'île aux Grues pour ramasser de l'argent. Donc, au mois de janvier, il y a des ventes aux enchères de produits créés par les gens de l'île et ça va à la fabrique. On sait que l'Église a une autre vocation, donc on va faire la même chose, mais on va appeler ça la vente des croix. Ça va aller à l'aménagement complet du terrain du cimetière, le rajeunissement des vieilles pierres tombales, l'identification des lots vacants avec croix et l'ajout d'une affiche indiquant les personnes inhumées, mais non identifiées. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on continue le principe qui fonctionne très bien puis qui permet à tout le monde aussi de se rassembler là, pour les différentes ventes aux enchères. Marie-Ève, il y a à peu près 250 insulaires sur l'île aux Grues, là, et je suis toujours étonné, surpris, jeté à terre de voir le montant qu'ils vont chercher à chaque événement de la vente des armes, là, qui deviendra la vente des croix. Alors, bravo, et ces gens-là se prennent en main. Moi, je les salue. Les gens de l'île aux Grues, on vous dit salut, puis demain, justement, on aura le candidat à la mairie de l'île aux Grues qui est blanc de mémoire, voyons donc, Frédéric Poulain, qui sera avec nous comme invité dans le cadre de l'entrevue du jour. Merci Marie-Ève d'avoir été là. À demain.